Donc, je suis directrice générale de Groupama Immobilier, qui est une maison dans laquelle je suis depuis plus de 10 ans. Je suis également présidente de Groupama Ganreim, qui est l'activité d'épargne de notre groupe. Donc, merci Laurent, président donc, de l'Institut Fidji, de m'avoir nommée présidente d'honneur. C'est toujours sympa, les honneurs. Et puis, je suis ravie d'ouvrir cette conférence dans un sujet qui est toujours le plus important, celui de la data. Alors moi, je baigne dans l'immobilier depuis très longtemps. D'abord parce que je ne suis pas toute jeune. J'ai 53 ans. J'ai commencé ma carrière dans l'audit financier pendant 8 ans chez PricewaterhouseCoopers. Donc les chiffres et l'exactitude, c'était déjà mon truc. Ensuite, j'ai été directrice générale finance d'une maison de promotion immobilière pour le groupe ING pendant 8 ans aussi. Et ensuite, directrice générale déléguée de BNP Paribas Real Estate Property Management pour la France, auprès de mon camarade Jean-Claude, qui est par là. Et donc, j'ai découvert ce métier du property management, qui est un métier pour lequel je reste en affection, parce qu'il est compliqué, et que quand c'est bien fait, personne n'en parle. Quand il y a un problème, tout le monde vous tombe dessus, et donc je trouve que c'est un métier méritant. J'ai rejoint Groupama Immobilier en 2014 auprès d'Éric Denay pour déployer une stratégie fortement créatrice de valeur sur un patrimoine que je peux qualifier de, je sais pas, j'hésite, mine d'or, ça vous va? Avec beaucoup de choses à révéler. On s'est bien amusé. Éric est parti en mars dernier. J'ai pris sa place dans un contexte, je ne suis pas une grande menteuse, hein, de gros bordel. Après, chez Groupama Immobilier, on a la chance d'être des investisseurs à long terme et d'avoir beaucoup d'actifs bien situés à Paris. Et on va parler un peu plus en avant des sujets de marché parce que je voudrais partager certaines réflexions avec vous. Alors, chez Groupama Immobilier, on fait à peu près tout ce que fait un asset et un investment manager. On fait le property management chez nous. Alors, sauf la gestion technique en région parce qu'on ne sait pas bien la faire, donc ça, on la délègue. Mais on fait le property management chez nous, on fait l'informatique chez nous, on fait les développements chez nous, on fait tout ce qui est maîtrise d'ouvrage chez nous, on fait les investissements, l'asset management, et puis la société de gestion, évidemment, à tout l'ensemble de la chaîne qui est intégrée. Et donc, ça fait une maison de 120 personnes. Alors, c'est petit. En même temps, c'est trop grand pour tout voir. Et donc, quand c'est trop grand pour tout voir, eh bien, il faut avoir structuré bien les activités pour pouvoir piloter valablement l'entreprise. Alors, je voulais vous parler un peu du marché et de ma vision du marché. On sort des 15 plus belles années de notre vie, dans un contexte complètement anormal, de taux qui étaient très bas et qui sont revenus à quelque chose... alors, on peut dire que c'était mieux avant, hein, mais c'est normal maintenant, en tout cas. C'est pas normal ce qui s'est passé dans les dernières années. Et donc, ça générait de la place dans nos business plans d'actifs pour faire tout un tas de choses avec les conditions économiques qui étaient réunies pour les faire. Et donc, on a fait plein de trucs. Et c'est vrai que, eh bien, on se posait pas trop de questions de savoir si on allait restructurer un immeuble parce que c'était toujours bien de le faire. On a investi dans l'efficacité énergétique. Et on a peut-être un peu moins regardé l'efficacité opérationnelle de nos maisons d'assets et d'investment management, parce que finalement, on a un business model dans lequel on est dans des structures de fees assis sur des valeurs qui ne faisaient que croître. Alors, c'était le grand luxe. Mais ça, c'est fini. Il y a un autre truc qui est fini, c'est que on avait besoin de bureaux et puis on en faisait des toujours plus et des toujours mieux et des toujours mieux équipés. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a fabriqué une société mondiale extrêmement en attente d'ultra confort et d'ultra technologie. Hein, donc quand je vais au bureau, j'attends l'ascenseur. Je suis en train de regarder mes mails, hein, parce que je regarde mes mails tout le temps. J'attends 28 secondes. Au bout de 28 secondes, je me dis, vraiment, Otis, c'est plus ce que c'était. Pardon pour Otis, je les aime beaucoup.
au bout de 32 secondes, je me dis, mon patron a dû faire certainement des économies sur l'ascenseur pour qu'il mette autant de temps. Au bout de 35 secondes, j'ai envie de tuer la moitié de la planète. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que quand je rentre chez moi, je me fais la même réflexion? Non. Je me dis, je vais prendre l'escalier, c'est pas grave. Et donc, dans l'univers du bureau, on a créé une population d'utilisateurs qui a besoin de tout de suite. De 20-26 et 19. Ah ben non, mais 19, c'est vachement froid. Non, mais chez toi, il fait combien? Bah, chez moi, je mets un pull. Et pourquoi tu mets un pull chez toi, tu mets pas de pull au bureau? Bah, quand même, mon patron peut bien me donner 20 degrés, il ne faut pas déconner quand même, avec ce qu'on gagne. Et c'est ça, en fait, qu'il faut, la chose sur laquelle il faut se concentrer aujourd'hui, c'est faire de notre société une société adaptée à une technologie juste. Moi, j'appelle ça la fair tech. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça. Je voudrais qu'on revienne à des capacités données dans les bureaux qui soient en accord avec ce que la planète est en capacité de fournir, de la fair tech. Et peut-être qu'on attendra un peu l'ascenseur. Et peut-être qu'on aura, entre 20 et 26, modulo 12 jours d'inconfort par an. Est-ce bien grave? Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a fait trop de bureaux. Alors, la fracture de l'usage du bureau, personne ne l'a vu venir. Même les gens les plus intelligents, je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire en 2018, il va y avoir une pandémie, on va travailler à la maison, et quand on reviendra, on travaillera encore à la maison. Jamais on a entendu ça. Bah, ça s'est passé. On sait travailler à la maison, et on sait travailler de façon nomade, d'ailleurs, parce qu'on travaille à la maison, mais on travaille au café du coin. On travaille le vendredi sur son lieu de week-end. On travaille un peu partout. On travaille. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on est aussi efficace, moins efficace, plus efficace. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas au bureau. Donc, on a fait trop de surface de bureau. On a donc décidé de mutualiser. J'aime bien chez Groupama, on est des mutualistes. J'aime bien le mot mutualiser. Alors, on a décidé de mutualiser des surfaces de bureau. Et ben, on a besoin de beaucoup moins de mètres carrés. Et si le beaucoup moins, c'est 30%, eh bien, sur un parc Île-de-France de 56 millions de mètres carrés de bureaux, eh bien, 30%, ça fait 16 millions de mètres carrés en trop. Et en France, ça fait le double. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, on va reconstruire la ville sur la ville. Ça va donner plein de boulot très amusant pour les jeunes générations, celles qui me suivront. Parce que c'est plein de challenges. Évidemment, économiquement, ça va être compliqué parce qu'il va falloir probablement passer des write-offs importants avant. Et alors, vous allez me dire, mais comment on sait si un immeuble est dans les 30% qui ne servent plus ou ce qu'il reste dans les 70% qui servent encore? Donc moi, j'ai trouvé un mot pour les définir. Ceux qui vont tirer leur épingle du jeu sont les immeubles désirables. Alors j'aime bien le désir en plus parce que ça fait appel à un côté du cerveau qui est rigolo. Et le désir, c'est lié à de l'affection, c'est lié à... Alors ça va être des immeubles qui vont être bien décorés, qui vont être évidemment ultra bien localisés. Et puis ils vont être aussi efficients parce que les générations qui viennent au bureau, eh bien, elles attendent aussi, paradoxalement, de l'efficacité et de l'efficience. Qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit dans l'agilité et dans la façon de faire fonctionner les bureaux et de les opérer. Alors, si on est un immeuble désirable, eh bien, on a tout intérêt à investir parce que, eh bien, on préserve la valeur. Si on est un immeuble indésirable, on vaut que la transformation en autre chose. Cette transformation en autre chose, je dis volontairement pas en logement, parce qu'on ne va pas tartiner du logement partout dans les villes sans réfléchir la ville comme elle doit être pensée. La ville, elle doit être pensée avec ces grands équilibres qui sont ceux qui existent depuis les premières cités romaines, la place du village et la ville qui se distribue autour, avec ces grands équilibres de fonctions et d'activités entre le jour et la nuit. Et donc, il faut qu'il y ait des activités économiques mélangées à des activités de travail, à des commerces et à de l'éducation. Et le sujet de l'éducation, moi, je ne me remets pas qu'on ait fait Saclay dans les champs de patates sans transport. Là, pour moi, c'est un truc pas possible. On a mis notre élite française à Saclay sans métro.
Et alors, quand on a fait prépa et qu'on habite Angoulême, papa et maman sont fiers. Mon petit chéri, tu as eu Polytechnique, tu vas aller à Paris. Mais il ne va pas à Paris, en fait. Il va à Palaiseau. Il doit prendre un bus pour aller jusqu'au RER. Et s'il veut être dans Paris, il met 1h30. Et ça craint, je trouve. Parce que l'élite, elle doit être dans la ville et auprès des entreprises, et pas dans les champs de patates, ni même à Palaiseau, même si ça peut être sympa, Palaiseau, mais c'est trop loin. Alors, une fois qu'on a dit ça, revenons à nos moutons. Dans les BP, il n'y a plus de place, parce que les taux ont augmenté, donc ça génère mécaniquement une difficulté de capitaliser des loyers, ça fait moins qu'avant. Alors, comme on a horreur des mauvaises nouvelles, on se remet à parler en valeur métrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus en plus de gens qui vous disent « Oui, mais les bureaux, là, je veux bien les acheter, mais pas à plus de 10 000 € du mètre carré. » Alors qu'avant, ils vous disaient « Je veux bien les acheter, mais pas à plus de 3,80 €. » Et donc, on est en train de changer notre référentiel et notre façon de penser parce qu'on revient à des fondamentaux. Et si on revient à des fondamentaux, il est primordial qu'ils soient basés sur de la donnée fiable. Et ça, c'est un vrai problème. C'est celui qui vous a réunis aujourd'hui, parce que vous savez tous que c'est compliqué. Alors, j'aime pas dire c'est compliqué, parce que c'est compliqué, c'est toujours un alibi pour rien faire. Donc, chez Groupama Immobilier, c'est compliqué, c'est un mot interdit. Parce que la différence entre c'est compliqué et je vais y arriver, c'est juste l'énergie qu'on y met et la volonté de faire, peut-être aussi un peu d'investissement. Mais si on parle de données fiables, la première donnée en immobilier, c'est quoi? C'est le mètre carré. Et bien déjà ça, on n'y arrive pas. Je ne sais pas s'il y a des grosses foncières ou des gros gestionnaires dans cette salle. Si, j'en connais quelques-uns. Est-ce que vous êtes sûr que tous vos mètres carrés sont bons? Ben non, vous ne savez pas. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de relevé géomètre, on a fait des travaux, on n'a pas remesuré, on ne sait plus. Et puis ça a changé, la SDP, la Chaune, tout ça. Et donc déjà, les mètres carrés, on ne sait pas le faire. Alors imaginez la réglementation européenne et tout le besoin de data que ça entraîne. Et le décret tertiaire. Et donc, on a vraiment besoin d'être ultra structuré et d'avoir de la donnée fiable plus que jamais, parce qu'on a besoin de piloter de façon très fine la performance et l'ensemble des résultats de nos actifs. Alors, il y a un autre sujet, c'est que, je vous disais, dans nos maisons d'asset management, on a des fees assez importants et du coup tout va bien, mais sauf que c'est plus le cas, puisque les structures de fees, évidemment, elles se réduisent avec les valorisations qui diminuent. Et donc, on se dit, tiens, mais il faudrait qu'on fasse de l'efficacité opérationnelle, parce que peut-être qu'il y a trop de monde. Et bien, pour faire de l'efficacité opérationnelle, qui est un truc qu'on a fait avec Jean-Claude chez BNP il y a longtemps, eh bien, il faut de la donnée. Et il faut savoir ce que font les gens, il faut savoir comment ils le font, il faut savoir s'il ne faut pas les équiper mieux pour industrialiser un certain nombre de tâches. Et pour faire ça, eh bien, il faut être à peu près parfait sur ne serait-ce que les mètres carrés. Et comme on ne s'est pas posé ces questions-là récemment, eh bien, je pense qu'il y a pas mal de chantiers à envisager sur ces sujets-là. Évidemment, les données, le rendement locatif, la qualité des business plans sont essentiels dans un moment où le volant, il faut vraiment le tenir serré. On ne peut pas le lâcher, il faut être dans un pilotage fin. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les budgets doivent être fiables, et puis j'y reviens, et donc la donnée fiable, et donc le property management exact, et pas en retard, etc. etc. Sur le sujet ESG, alors, bon, déjà, je voudrais vous parler 2 secondes du S, parce qu'on ne s'en occupe pas assez. Alors, vous allez me dire, en ce moment, on a moins d'argent, donc le S... Donc, juste au passage, un petit message. N'oubliez jamais le S, qui est central entre E et G.
L'environnement, évidemment, on est obligé d'avoir un comptage très fin. Le décret tertiaire, eh bien, ça fait déjà plusieurs années qu'on est en train de s'arracher les cheveux pour savoir comment on récupère de la donnée énergétique. En plus, en France, on a fabriqué des trucs, des usines à gaz avec des copros, des affuls, des PDL privatifs, d'autres non, des parties communes qu'on a du mal à identifier, etc. Donc, tout ça est extrêmement sensible. Et donc, on n'a pas résolu tous ces sujets-là, même si on s'est bien outillé et qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de startups qui ont fabriqué des produits qui fonctionnent, mais on n'est pas parfait, donc on est encore beaucoup dans du exact plus une partie extrapolée et avec une approximation. Et est-ce qu'en 2024, on doit encore rester sur cette façon de faire? C'est quand même un peu frustrant. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on n'a qu'à mettre de l'intelligence artificielle par-dessus, et puis ça va corriger tout ça. Alors je suis d'accord. Mais attention, d'abord, il y a quand même beaucoup de projets d'intelligence artificielle qui se plantent. Et puis, l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier son fondamental, c'est que c'est fondé sur de la donnée passée existante. Si elle n'est pas juste, eh bien, ce que fera l'intelligence artificielle par-dessus, ça ne sera pas juste non plus. Et donc ça, souvent je dis... Le métier du futur, celui de mes enfants dans peut-être une dizaine d'années, ça ne sera pas de travailler dans l'intelligence artificielle, ça sera de travailler dans le domptage d'intelligence artificielle. Parce que c'est une bête sauvage, l'intelligence artificielle, et qu'il va falloir la dompter. Il va falloir lui donner des choses à manger qui sont fiables, parce que sinon on sera à côté des vraies valeurs, et on sera peut-être dans une crise différente de celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, elle est extrêmement facile à comprendre. Et donc, le métier que vous allez faire dans les prochaines années tous, avec vos équipes, c'est fiabiliser la donnée et rendre l'immobilier désirable. Voilà.